partie génératrice d'un groupe. Donc ça, c'est une petite remarque qui n'est pas complètement liée au groupe symétrique, qu'on aurait peut-être pu donner de manière générale sur les groupes. D'accord? Mais qui, en fait, est intéressant, en particulier pour le groupe symétrique. Donc, soit G étoile un groupe, donc un multiple de la loi étoile, là, et S une partie de G. On appelle ce groupe de G engendré par S, comme on avait le sous-espace vectoriel engendré par un espace. Alors, on n'écrit pas vecte de S, mais on écrit S entre machin, c'est sur ce symbole-là. Et des fois, sur les espaces vectoriels, peut-être que vous avez trouvé ça aussi en colle ou dans un bouquin. Vous pouvez écrire vecte de E, vous aviez E entre... bon, peu importe. Donc, on appelle ce groupe de G engendré par S le plus petit sous-groupe de G, au sens d'inclusion qui contient S. Donc, en fait, vous prenez... C'est comme pour les espaces vectoriels. Vous prenez S, et vous voici S n'est pas un espace vectoriel, ou si S n'est pas un groupe, ben vous l'agrandissez de manière à ce qu'il soit un groupe, mais pas trop, enfin le moins possible. Vous savez que c'est possible parce qu'au pire, vous allez tomber sur G. D'accord? Parce que G est un groupe qui contient S. Donc on a la caractéristique suivante. Le sous-groupe engendré par S, le sous-groupe engendré par S est un sous-groupe de G. Et si S est dans un groupe H avec H qui est un sous-groupe de G, alors forcément le sous-groupe engendré par S est contenu dans H. D'accord? Parce que si H contient S et c'est un sous-groupe de G, c'est pas a priori le plus petit des sous-groupes qui contient S. Enfin, il est donc... vous avez la caractéristique min là. C'est toujours pareil. Donc ici on a la définition, c'est comme pour la bande sup, etc. Il y a une double définition. Il est plus grand que S, mais il est plus petit que tous les sous-groupes qui contiennent S. Okay? Donc j'ai pas mis, il contient, j'aurais dû mettre S est inclus dans le sous-groupe engendré par S, et tous les sous-groupes de G qui contiennent S contiennent le sous-groupe engendré par S. Okay. Comme pour les espaces vectoriels, on dispose d'une description explicite. Alors, sauf que pour les espaces vectoriels, on se limitait à des bases, enfin une famille génératrice. Ici, on aimerait bien se limiter à des familles génératrices, mais de manière générale, on ne sait pas trop comment faire. Donc, on regarde tous les produits possibles, de toutes les puissances possibles, dxi, epsilon i. D'accord? Alors, donc là, il y a plusieurs options. Soit vous mettez des epsilon i qui peuvent être égaux à jusqu'à 37, 42, voilà. Soit vous dites, bah, si j'avais un x1 puissance 5 qui apparaissait, bah, c'est x1 fois x1 fois x1 fois x1. Donc j'ai le droit de répéter ce qui est fait ici, là. Là, personne n'interdit x1 d'être égal à x2, et pas à x3, mais à nouveau à x4, etc. D'accord? Les x6, ce sont des éléments de l'ensemble S. Donc en fait, vous faites tous les possibles en produit. Avec les inverses. Ok? Oui? Si G est fini, oui. C'est que x1 à la puissance cardinale de G, c'est x1. Oui. Oui. Et du coup, il suffit de prendre x1 à la puissance cardinale de G ou 2 pour finir son alors de manière générale, enfin c'est pas tout à fait dit ici. De manière générale, quand un élément est d'ordre 37, c'est-à-dire qu'à la puissance 37 ça vaut 1 identité, son inverse c'est 36. Et en fait, dans un groupe fini de taille n, tous les éléments sont d'ordre un élément qui divise n. Donc en fait, tous les éléments à la puissance n vont valoir e. Donc tous les éléments, quand on est dans un groupe fini, tous les éléments à la puissance n-1 sont égaux à x puissance -1. Voilà. C'est pas tout à fait, enfin, mais ça ne nous intéresse pas trop ici, mais c'est vrai. Enfin, du coup, au lieu de faire 1 et moins 1 et de répéter les xi, on peut juste faire les xi à la puissance de 1 à... si tu veux. Oui. Oui. Alors, par ailleurs, ici, G n'est pas forcément fini. Vous remarquez la liberté qu'il y a sur N. D'accord? Il faut regarder avec un seul élément, avec 2, avec 1000, avec 3 milliards, avec 42 millions, etc. Alors, évidemment, il va y avoir des éléments qui vont être à nouveau les mêmes. Hein. Il y a pas tous ceux que j'écris, là, avec des N différents, si G est fini, forcément, à un moment, j'en ai écrit plus que le nombre que j'en avais. Donc, il y en a plusieurs qui ont été égaux à eux-mêmes. Et c'est le cas en particulier si on prend ce que tu m'as dit. Si par exemple je prends E et x1 fois x1 fois x1 fois x1 fois x1 à la puissance cardinale de G. Je suis revenu sur E. Okay, donc en fait c'est trop ça entre guillemets, en règle générale. C'est ça que je voulais dire. Hop là, pardon. Alors démonstration. Alors comment on démontre ça?
On va donner un nom à ce machin-là, là. On va appeler ça H, l'ensemble des x1 puissance epsilon 1, etc. xn puissance epsilon n, où n est un nombre choisi dans n. x1, etc. xn sont pris dans S. Et epsilon 1, etc. epsilon n sont pris dans moins 1, 1. Ce truc-là, on l'appelle H. Et H, première remarque, H contient S. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, S, c'est des éléments xi, donc xi. Donc, quel que soit xi appartenant à S, xi égale à xi à la puissance 1, donc c'est un élément de H. Donc, H contient S. Deuxièmement, H est un sous-groupe de G. D'accord? Donc, pour démontrer que H est un sous-groupe de G, il faut démontrer qu'il est non vide, qu'il contient l'identité, par exemple, enfin qu'il est non vide, et dès que je prends deux éléments de H, j'ai exactement l'opposé, enfin l'inverse de l'un, et puis j'ai le produit des deux, qui est dans le H. Okay, donc premièrement, pourquoi est-ce que E est dans H? C'est x1 multiplié par x1 à la puissance moins 1. Donc c'est un élément de H. Donc E est dans H, H est non vide. Enfin, ça, pour dire que H était non vide, il suffisait de dire prendre x1 qui était dans S. Hein. Voilà. Deuxièmement, si je prends x1, puissance epsilon 1, etc., xn, puissance epsilon n, et y1, puissance epsilon 1, ym, puissance epsilon m, deux éléments de H, d'accord? Eh bien, le produit des deux, c'est trivial ici, est un élément de H. Ben oui, la définition de H, c'est d'être stable par ce genre de truc. Ici, le nouveau n est égal à n plus m. Oui. Il ne faudrait pas prendre des epsilons différents sur les... Ah, tu veux mettre... T'as raison, des noms différents d'epsilon, c'est ça que tu veux dire? Oui. Alors, comme j'ai mis... je peux mettre une autre lettre qu'epsilon, parce que je peux prendre delta, eta, eta 1, eta m. Tu as raison, c'est beaucoup mieux comme ça, eta 1, eta m. Donc ça appartient à H, car x1, xn, y1, ym sont des éléments de S, et epsilon i, eta i, ça appartient à moins 1. Ok, et deuxièmement, l'inverse de x1 epsilon 1 fois xn epsilon n moins 1, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est, vous voyez, on n'est plus dans SN, là, on fait avec les histoires de groupe. On a vu que l'inverse d'un produit, c'est le produit des inverses, mais inversé. Donc ça va nous donner xn à la puissance moins epsilon n, xn moins 1 à la puissance moins epsilon n moins 1. Oui, moins, parce que si on a 1, on voudra avoir moins 1, si on a moins 1, on voudra avoir 1, donc ça tombe bien. Voilà, x1 à la puissance moins epsilon 1. D'accord? Et ça, c'est bien un élément de H, puisque tous les xi sont dans H, sont dans S, et les moins 1 et epsilon i sont bien dans moins 1, 1. Ok? Xi appartient à S et moins epsilon i appartient à moins 1, 1. Ok? Donc, H est un sous-groupe de G. Dernière chose, il faut démontrer que si on prend un sous-groupe de G qui contient S, alors il contient nécessairement H. D'accord? Donc, soit K tel que S est inclus dans K, et K sous-groupe de G. D'accord? Alors, comme K est un sous-groupe, donc soit N, un élément de M, X1, etc., Xn, des éléments de S, epsilon 1, epsilon n, des éléments de moins 1, 1. D'accord? X1 puissance epsilon 1, etc., Xn puissance epsilon n appartiennent à K. D'accord? Car K est un groupe. Je mets une virgule, car K est un groupe. Et enfin, leur produit, x1 puissance epsilon 1, etc., xn puissance epsilon n, donc là c'est les produits, toujours appartient à K, car K est un groupe. Et donc on en déduit que H est inclus dans K. Et donc en fait, il n'y a pas de sous-groupe qui contient S qui soit plus petit que H.
Donc H, c'est le sous-groupe engendré par S. Alors, exemple. Si vous prenez dans Z sur NZ, avec la loi plus 1, plus, par contre, excusez-moi, plus, le sous-groupe engendré par R, c'est égal à G, si R est premier avec L. C'est exactement, oui, c'est exactement le théorème de Pierre de tout à l'heure. D'accord? J'additionne R, sauf que tout à l'heure, on l'a vu avec un groupe, les groupes qui commutent, là, c'est pareil. J'additionne R. En additionnant R, si je veux engendrer tout G, il faut que je passe partout. Et donc, en fait, il faut en particulier que je passe par la case 1. Et pour passer par la case 1, en utilisant Bézout, par exemple, on y passe. Puis après, on passe partout si on passe par là. Et si on passe pas par 1, ça veut dire que il n'y a pas de couple de Bézout qui donne 1, donc le BGCD n'est pas égal à 1, et donc on n'engendre pas tout G. Ok, donc si vous voulez, pour cet exercice, on peut montrer la chose suivante. En étape intermédiaire, on peut démontrer, bon je vais passer, mais on peut démontrer que R engendre G est équivalent à dire il existe K tel que 1 s'obtient en faisant KR modulo N. D'accord? Et donc ça c'est équivalent. C'est-à-dire que R et K, R et N sont premiers entre eux. Ok? Direct. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a fait cette partie génératrice? Parce qu'en fait, on va s'intéresser à la façon dont on pourrait engendrer aussi tout SN en regardant qu'une partie de SN. Autrement dit, existe-t-il S, qui serait un ensemble sympa, une partie de SN, peut-être que l'espace engendré par S donne SN. Okay, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, on va commencer par regarder les cycles. Est-ce qu'avec des cycles, on peut engendrer tout SN? Quelques exemples. Ça va pas? Si. Oui. Si S est infini, ça on fait comment pour définir? Si S est infini. Si l'ensemble S est infini. Oui. Donc comment on dit le plus petit des infinis? Là, c'est plutôt le sens d'un ensemble qui continue dans un autre. Donc, on n'est pas obligé. Un ensemble est plus petit qu'un autre. Si A est inclus dans B, et que tout est fini, cardinal de A va être petit cardinal de B. Mais on peut avoir d'abord cardinal de A petit cardinal de B sans que A soit inclus dans B. Ça, c'est possible. D'accord? Et puis, on peut avoir, dans le cas infini, par contre, on peut avoir A inclus dans B, donc A petit B, même si tous les deux ont un cardinal infini. Ça marche? Bon, l'exemple, là, je ne sais pas trop pourquoi je fais ça à ce moment-là. Bon, c'est pas grave. Alors, analyse. Si vous faites le cycle 1-2, bon, le cycle 2-3, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, dans cycle 1-2, bon, le cycle 2-3, dans Sn, peu importe la valeur de n, tout ce qui est après 3, de toute manière, est inchangé par ces cycles-là, donc ça ne bouge pas. Donc, la question qui se pose, c'est que devient 1, que devient 2, que devient 3 ici? Que devient 1? Donc à 1, alors quand je passe par 2, 3, ça ne bouge pas. Et quand je passe après dans 1, 2, ça devient 2. Que devient 2? Quand je passe dans 2, 3, il devient 3. Et quand je passe dans 1, 2, ça ne bouge pas. Et que devient 3? Quand je passe dans 2, 3, il devient 2. Et quand je passe dans 1, 2, il devient 1. Donc autrement dit, le cycle 1, 2 rond le cycle 2, 3. C'est le cycle 1, 2, 3. Ok? Ça va? Et si à la place de 1, 2, 3, je mets A1, A2, A3, et bien ça marche aussi. Et si je fais, donc ça c'est une première remarque, et autre remarque, si je fais 1, 3, rond 1, 2, qu'est-ce que j'obtiens? Donc pareil, lorsque je prends, oui, 3, 1, 2, je sais pas. On peut convertir le 1 et le 3. Ça fait exactement la même transformation. Ah d'accord, Et on ok. marque à l'avance. Ok. Ou encore 1, 2, 3 si j'écris, j'aime bien commencer par là. Ok? Bon.
Là, on voit qu'avec des cycles, des transpositions, on arrive à faire un cycle un peu plus grand. Peut-être qu'avec que des transpositions, mais bien mises les unes à bout des autres, on arrivera à faire un cycle plus long. Si les cycles ne sont pas supportés de joint. Donc, alors, on a une relation que j'appelle pseudo-châle, qui est de dire que AJ, AI, rond, AI, AK égale AJ, AI, AK. D'accord? C'est la même relation qu'il a. Et ça, c'est pas mal, c'est-à-dire que si vous avez des cycles que vous voulez un peu mettre ensemble, vous pouvez chercher une sorte de point commun entre les deux et les mettre ensemble. Alors attention, si par contre AJ égale AK, évidemment, c'est différent, donc j'ai pris AI, AJ et AK, trois distincts. Oui. Est-ce qu'ils doivent être de même taille? Là pour l'instant, c'est des AJ, c'est des nombres, hein. Enfin c'est des éléments de SN. Oui, mais est-ce que les cycles doivent être de même taille? Parce que là, on a deux cycles. Donc si tu veux, si tu rajoutes des éléments intermédiaires ici, Oui. bon, d'après le théorème, a priori non. Enfin, il faudra vérifier, mais... Alors on peut faire comme nous propose... C'est-à-dire on va voir si on peut rajouter... En effet, donc... Alors, pour l'instant je vais faire celui-ci. Donc, tout de suite, c'est bien Laurent, hein, c'est la question qui se pose, c'est une question que tu poses, c'est est-ce que je peux tout de suite le généraliser avec des cycles plus grands? Alors pour deux raisons. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis? La première raison, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est de montrer que les transpositions engendrent tout. Donc là, je fais qu'avec des transpositions, c'est-à-dire avec des paquets de 2. Ok? Néanmoins, quand je vais vouloir engendrer tout, il faudra sûrement mettre en place une sorte de récurrence. Et donc, mes paquets de 2, j'aimerais bien les faire fusionner au fur et à mesure en des paquets qui vont grossir au fur et à mesure. Donc, peut-être que si on en mettait un autre, là, un troisième, on va les grossir ceux-là. Et à ce moment-là, on aura un paquet de 3 ou un paquet de 2. Qu'est-ce qui se passe si je prends... Voilà, et d'où la question qui se pose derrière, mais si c'est plus que des paquets de 2. Bon, on va voir. Pour l'instant, je fais avec cela. Ok, ça marche? Donc, démonstration. Alors, AI, AJ, AI, rond, AI, AK. Et bien, je vais regarder pareil. Alors, l'image de AI, c'est donc AK. L'image de AK, c'est AJ. Et l'image de AJ, c'est AI. D'accord? Et l'image de X, c'est X. Si X n'appartient pas à AJ, AI, AK. Quand je rappelle que AI est différent de AJ, est différent de AK, enfin, sont tous différents. Ok? Ça marche tout seul, il suffit de regarder l'image de chacun des points. D'accord? Le plus compliqué, c'est celui-ci, parce qu'il est d'abord transformé en AI, qui est lui-même transformé en AJ. D'accord? Le plus compliqué, c'est celui-ci, parce qu'il est transformé en AI à un moment, là. Alors que les deux autres sont direct transformés là où ils veulent. Enfin, direct, ou bien rien, et puis direct. Ok? Donc ça nous donne bien. Ça nous donne bien. I devient AK, AK devient AJ, AJ devient AI. Donc le cycle AJ, AI, AK. Hein? Plus largement, donc voilà, pour toi, c'est Laurent. Plus largement, montrer que A1, A2, A3, bon, A3, A4, A1 égale A2, A3, A4. Vous faites ça. Alors, en fait, on voit qu'il y a A3 et A1 dans les deux. Ah oui, j'attends. Les dissocier. Qui ça? Ceux-là? Oui, on va les dissocier, mais ce qui serait bien, c'est de mettre les A1 et l'A3 ensemble pour que les faire disparaître, ou je sais pas quoi. Donc, on va... Là, c'est un cycle, donc je peux changer l'ordre. Donc, je vais mettre l'A3 et l'A1 au milieu. Là aussi, je vais mettre l'A3 et l'A1 dans le milieu. Je vais les couper en morceaux, et puis je vais regarder ce qui se passe. Donc, on va voir A1, A2, A3, rond, A3, A4, A1, qui est égal à A2, A3, A1, rond, A1, A3, A4. Donc j'ai fait tourner mes cycles de manière à mettre 1 et 3 au milieu. Maintenant je vais utiliser mon pseudo-chat, ça fait A2, A3, A3, A1, A1, A3, A3, A4. Et là au milieu, j'ai deux fois la même transposition, on sait que c'est des involutions. Donc ce truc-là, ça vaut l'identité. Donc ça nous donne A2, A3, rond, A3, A4, soit d'après Châle en revenant à l'envers, A2, A3, A4. Ok? Je vais démontrer.
Alors, je continue dans mon analyse. Alors, ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle l'orbite de x. Donc, je prends sigma une permutation. Et je dis que y est dans l'orbite de x. C'est-à-dire que y est en relation sigma avec x. Si en fait, je peux passer de x à y en appliquant sigma plusieurs fois à x. Quand je regarde x, après je regarde l'image par x, je regarde l'image de l'image par x, je regarde l'image de l'image de l'image par x, voilà. Donc là, je vais aller à plein d'endroits. Ceux que je vais visiter, je vais les appeler les éléments de l'orbite de x. D'accord? Donc dans la classe d'équivalence de x. Ceux que je ne peux pas visiter, ils sont pas dans la classe d'équivalence de x. Ok? Alors cette relation, c'est une relation d'équivalence. On va la démontrer. Non, je ne crois pas d'ailleurs. Ensuite, ensuite, je vais regarder les éléments de la classe de x. D'accord? Donc ils vont s'écrire comme ça. Alors en fait, il va se trouver que l'ensemble va être fini, enfin c'est comme tout à l'heure, l'ensemble va être fini, il est de taille P, ils sont tous différents, et puis en fait, je reviens à l'état d'après, donc j'obtiens un cycle en fait. Okay, et on a sigma P de x égale x, la classe d'équivalence de la relation, c'est celle-ci, appelée l'orbite de x. Voilà. C'est d'où ça vient cette idée? Ça vient exactement, vous vous souvenez, il y a une heure et demie, quand on avait dit, on avait écrit une permutation de taille 5 là, et puis on avait dit, on aimerait bien l'écrire en cycle, et on avait dit, on prend 1, on regarde l'image de 1, ça fait 3. Ah bon, on va regarder l'image de 3, ça fait 2. Ah, l'image de 2, ça fait 1, je m'arrête, clac, clac. Maintenant, il me reste 4 et 5. L'image de 4, qu'est-ce que ça vaut? Bon, l'image de 4, c'était 4, l'image de 5, donc je n'ai rien dit. Mais s'il y avait une permutation de 4, 5, il y aurait eu après l'orbite de 4, 5, elle aurait donné 4, 5. J'aurais deux orbites, celle de 1, 3, 5 et celle de 4 et 5. 1, 2, 3 et 1, 4, 5. Ok? Donc finalement, ce théorème-là, c'est le gros théorème de la décomposition, ici. Donc ça vaut le coup de faire ça bien. Donc la relation d'équivalence. Je ne sais même pas si je la fais. Bon, c'est pas grave. La relation d'équivalence. Donc, la relation, c'est... Alors, pourquoi x est en relation avec x? Donc là, je commence par regarder si elle est réflexive. Pour regarder si elle est réflexive, est-ce qu'il existe k dans z tel que x est égal à sigma kx? K égale 0. K égale 0. Très bien. Ensuite, symétrique. Donc je suppose que x est en relation avec y. Donc ça implique qu'il existe k dans z tel que y est égal à sigma kx. Si on compose par sigma moins k, on va obtenir sigma moins k de y égale x. Moins k, c'est un élément de z. Moins k par z. Donc ça implique que y est en relation avec x. Donc elle est bien symétrique. Transitive maintenant. Donc x est en relation avec y est en relation avec z. Donc il va exister k et k' tel que x et y est égal à sigma kx. Z est égal à sigma k' de y. Et donc on va avoir z qui va être égal à sigma k plus k' de x. D'accord? Avec, comme tout à l'heure, k plus k' qui appartient à z. Donc ça implique que x est en relation avec z. Pardon, donc ça c'est bien une relation d'équivalence. C'est toujours pareil en fait. Hein. Ah bah tiens, je pourrais en fait. Bon, on va rien dire. Alors, on a un idéal là, non? Franchement. On a un sous-groupe de z. Bon. Alors, il existe P tel que truc soit deux à deux distincts et sigma P de x égale x. Donc, on va noter donc l'ensemble x, sigma x, enfin l'ensemble des sigma k de x, k appartenant à n, est inclus dans un n. D'accord? Donc, est fini. D'accord? Donc, on va noter P égale le cardinal de cet ensemble. Ok? Et donc, maintenant on va regarder sigma k de x égale sigma k' de x. Ok?
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, ça veut dire que sigma k moins k' de x, donc je le compose par sigma k' moins 1, donc c'est sigma k moins k' de x, égale x. Alors, je vais prendre k différent de k', je vais prendre k plus grand que k'. Donc, il existe k plus grand que k' tel que... Voilà. Donc, l'ensemble des h appartenant à z à n étoiles, tel que sigma puissance h de x égale x, est non vide. Non vide. Il est inclus dans N. Il admet en fait, je crois que ça, je ne vais pas en avoir besoin. Bon, il admet un petit élément. En fait, c'est lui que je vais donner, à qui je vais donner le nom P. Ça, on s'en fiche. Il admet un petit élément, donc c'est P. Ok? Donc ça veut dire que sigma P de x égale x. Donc voilà. Maintenant, je vais regarder sigma indice n'importe quoi. Donc soit h appartenant à z. Et je vais faire la division euclidienne de h par p. Donc je vais avoir h égale qp plus r, avec r compris entre 0 et p. D'accord? Sigma h de x est donc égal à sigma qp plus r de x, c'est-à-dire sigma p de x alors comment on va écrire ça? Sigma r rond sigma qp de x. Alors sigma qp de x, qu'est-ce que ça fait? C'est x. Hein? C'est x. C'est quoi? L'identité. C'est l'identité. Alors c'est sigma p de x qui est égal à x. C'est pas sigma p égale l'identité, a priori je ne suis pas sûr ça. Je vais écrire autrement, je vais écrire c'est sigma p rond sigma p rond sigma p q fois appliqué en x. Ok? Oui? un gros rond de 0, de 1 à 1 q. Si tu veux, on va pas le faire, on va laisser comme ça. Donc ça fait, quand j'applique sigma p en x, ça fait x. Donc ça fait x, 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 donc je l'aime du nom, et j'arrive donc à sigma r de x. Donc soit h appartenant à z, sigma h de x est égal à sigma r de x, avec r le reste de la division euclidienne de h par p. Ok? Alors maintenant, nécessairement, alors pourquoi est-ce que elles sont tous distinctes? Les sigma r là. Donc, en fait, j'en conclus la chose suivante, c'est que l'ensemble des sigma k, je vais mettre ici. Ah non, j'ai oublié de faire ça, donc c'est pas grave. Alors, l'ensemble des sigma k de x pour k appartenant à z, finalement, il se réduit à l'ensemble des sigma r de x pour r appartenant à 0, p moins 1. D'accord, c'est ça que je viens de démontrer. Ok? Et maintenant, si je prends r différent de r' appartenant à 0, p moins 1, d'accord? Si j'ai sigma r de x égale sigma r' de x, ça va donner que sigma, je crois, de r' moins r de x égale x. D'accord? Et en fait, c'est pas possible, parce que p est petit élément, donc ça va impliquer que r' moins r égale 0, ou p... non, je vais laisser comme ça. Je prends r et r', je ne prends pas différent, ça me donne r moins r'. Donc r moins r' égale 0, car
R' moins R et plus petit appartient à moins P. D'accord? Et le min des non nuls pour lequel ça marche, c'est P, donc il n'y en a pas d'autre à part 0. D'accord? Voilà, donc mon ensemble, ils sont tous distincts. Sigma P de x égale x. La classe d'équivalence de x pour la relation R sigma est alors l'ensemble des x sigma, voilà, appelé l'orbite de x. Attention, hein. Attention, ne pas aller trop vite, attention. P dépend de x. D'accord? C'est pas un P qui est vrai pour tout sigma. L'orbite d'un élément, ça peut être 2, de classe 2, puis d'un autre, ça serait 3. Ok? Exemple. Si je prends sigma qui est 1, 2, 3, 4, 5, associé donc 2, 3, 1, 2, 5, 4. Voilà. Ok. Là, que vaut P de 3 ici? Que vaut P de 3? On va regarder. Oui, Pierre? 3, voilà. Alors, on va faire P de 2, mais ça fait 3 aussi. L'orbite, parce que l'orbite de 2, ça va être 2, puis 1, puis 3, et puis c'est fini. D'accord? Donc ça, c'est l'orbite de 2. Et si je suis maintenant l'orbite de 4, ça vaut 2, parce que l'orbite de 4, c'est... Enfin, P de 4, ça vaut 2, parce que l'orbite de 4, c'est 5, 4. Enfin, c'est 4, 5. D'accord? Ok? Alors maintenant, une question qui se pose, c'est par exemple, est-ce que sigma... Quelle est la plus petite puissance de sigma? Peut-être que sigma, cette puissance vaut l'identité. Pierre? Je pense que c'est le PPCM. Le PPCM de tous les orbites en fait. Ok? On va voir ça. Enfin, je ne sais pas si on va le voir d'ailleurs. Montrer qu'il s'agit bien de relation d'équivalence, on l'a montré. Toute permutation autre que l'identité se décompose de manière unique à l'ordre près des facteurs en un produit de cycle à support 2 à 2 disjoints. Plus précisément, ces cycles sont entièrement déterminés par sigma. Leur nombre est égal au nombre d'orbites non réduites d'un élément de sigma et ils sont égaux aux restrictions de sigma à chacun de ces orbites. Pardon. Alors comment on va faire ça? En fait, eh bien, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est un peu pénible quand même. En fait, on va regarder les classes d'équivalence. Les classes d'équivalence, en fait, tout simplement. On va décomposer ça en classes d'équivalence. Alors, par rapport aux classes d'équivalence qu'on a rencontrées dans le dénombrement, en dénombrement, toutes les classes d'équivalence qu'on a rencontrées, ils étaient toujours de même taille. Les orbites étaient toujours de même taille. Ici, les orbites ne sont pas toujours de même taille. Et par contre, on a en fait n indice n qui est égal à la réunion disjointe des orbites de x pour x appartenant à un système de représentants de la relation d'équivalence R sigma. C'est ça? Ok, n indice n est égal à ça. Voilà. Et maintenant, sigma, de là on en déduit que sigma est égal au produit pour la composition, on va l'écrire comme ça, sur les représentants des classes d'équivalence R sigma, d'accord, des cycles x, sigma de x, etc., sigma P indice x de x. Oui? Moins 1. Voilà. Je vais laisser comme ça à votre contemplation. Enfin, si vous faites un peu la tronche. Donc, le rond là, c'est le rond de produits dont par exemple tout à l'heure, dans un rond pour i variant de trucs à virgule. Et mes systèmes de représentants, je les appelais x là. Si vous voulez, on aurait pu mettre i variant de 1 à r si r est le nombre de classes d'équivalence. On peut le faire comme ça. xi étant à ce moment-là
un représentant de la classe I. Et Px, c'est le P qui est là, mais qui dépend de X. Donc ce serait plus malin d'appeler Px. Regardez, hop, c'est fait. Ok. Et alors concrètement, en fait, c'est ça. Étant donné une permutation de 1, on s'en fiche, eh bien, on choisit le premier élément. On regarde S1, tac. Alors, je sais pas, il ne doit pas être un point fixe, donc on note K. Après, on regarde quelle est son image, SK. Après, on regarde l'image de SK, ça fait SSK, etc. Et dès qu'on revient, dès qu'on arrive à K, on s'arrête, on ne l'écrit pas, on s'est arrêté. Si vous voulez, d'une certaine façon, on a barré tous ceux qu'on a déjà rencontrés, et il nous reste à regarder les autres, qui sont dans un autre orbite, en fait. Et puis ça tombe tout seul. Oui. Pardon? Orbite de X. Le petit O là, c'est la composition répétée. Comme on écrit grand pi pour faire produit ou grand sigma pour faire grand S, on écrit grand petit O pour faire petit O. Alors vous avez un exemple. On va faire ça. Dans l'exercice, par exemple, il est déjà. C'est le 562 là, qui est à faire pour demain, c'est pas grave, on va faire maintenant. 562. Donc on est en train de regarder. Les permutations de. Enfin, la permutation suivante. Donc on va commencer par Sigma comme produit de cycle à support disjoint. Alors là j'ai oublié de dire que c'était à support disjoint. Enfin bon, ça va. Alors le premier cycle ça va être quoi? Alors, on n'a qu'à commencer par 1. Après 1 je vais mettre 10. Après 10, 3. Et après 3, je ferme la parenthèse. Rond 2, 9, 8. 5, 4, dans la parenthèse. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 6, c'est un point fixe, on ne note pas. 7, c'est un point fixe, on ne note pas, et on a fait le tour. D'accord? Les points fixes, on ne les note pas. D'accord? C'est pour ça que je suis en train de les noter. D'accord? Les points fixes, on s'en fiche. Alors maintenant, il y a écrit calculer sigma à la puissance 2019. Je vais mettre à jour l'exercice. Sigma à la puissance 2020, c'est 1. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bien comme c'est ça qui est bien fait, c'est que ça supporte disjoint. Donc comme ça supporte disjoint, les cycles commutent. Donc on peut mettre directement le premier à la puissance 2021 et le second à la puissance 2021. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a dit ce qui va jouer, c'est le reste dans la division euclidienne. C'est le reste dans la division euclidienne. Alors, 2021, quel est son reste dans la division euclidienne par 3? Il suffit de faire la somme. 2 et 2, 4 et 1, 5. Donc ça fait 2. Donc ça fait 1, 10, 3 au carré. Et l'autre, 2, 9, 8, 5, 4, modulo machin, donc ça fait 1. 2, 9, 8, 5, 4. Alors attention, petite subtilité. Donc celui-ci ne bouge pas. 1, 10, 3 au carré, qu'est-ce qui va se passer? 1 va être transformé en 3, 3 en 10 et 10 en 1. Donc en fait, on obtient 1, 3, 10, 2, 9, 8, 5, 4. Ok? C'est vraiment, c'est très proche de l'arithmétique en fait ce chapitre. En fait c'est l'arithmétique qui tourne. L'arithmétique modulaire autrement dit. Oui. On avait eu 0. On a eu 0. Oui. Si ça avait été divisé par 5. Oui, voilà, Ouais, ça fait l'identité. 1 devient 1, 5 devient 5, 2, 2.
Enfin, 1 devient 1, 10 devient 10, 3 devient 3, donc ça devient que des points fixes, elle disparaît. Ça devient évanescent. Soit A, une matrice qui possède exactement 1 par ligne et par colonne, et que des zéros sinon. Montrer qu'il existe cas tel que AK égale IN. Oui. On peut Oui, c'est ça. Transformer, oui. A en une permutation, Oui. dont on peut trouver le P. Voilà. Et ce P va correspondre à une puissance de A, Oui. qui donc, est égale à l'identité des permutations, donc Oui. l'identité des matrices. Voilà, donc l'idée ici, donc hop, dénoncer. L'idée ici, c'est de dire, en fait, AA, j'associe sigma. D'accord, donc tel que A est égal à la matrice de sigma. Ok, il existe P, enfin K, tel que sigma puissance K égale l'identité. Et en fait, A puissance K est égal à la matrice de sigma puissance K, c'est-à-dire la matrice de l'identité, c'est-à-dire AIN. D'accord, donc c'est malin. Pour répondre à cette question, je ne fais pas du tout du calcul matriciel, j'utilise la transformation. J'avais un problème matriciel, je transforme sur les ordres de montée et je reviens. Donc c'est comme tout à l'heure, P pour aller machin, je résous et P-1 pour revenir. Décomposition, produit de transposition, voilà, bah super, on va y arriver. Donc on essaye de décomposer maintenant. On a montré que toute permutation se transformait en produit de cycle à support disjoint. Maintenant, à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait transformer ça en transposition, par exemple? Genre, indice 3, là, par exemple, est-ce qu'on pourrait mettre une transposition? Oui. Voilà, pseudo-cham, c'est indice 10, 3, 2, 9, 9, 8, 8, 5, 5, 4. Et on va tout transformer. Bon, voilà, c'est fastoche. Alors, j'améliore la proposition que Laurent souhaitait tout à l'heure. Si vous avez A1, A2, A2, A3, etc., AP, AP-2, AP-1, AP-1, AP, en paquet de 2, c'est exactement le cycle qui est là. Ok? Alors, comment on démontre ça? Par récurrence. Alors, il faudrait, par récurrence, ce qui serait bien, c'est de faire AP, AP plus 1 ici. On l'a jamais fait celui-là. Un grand cycle avec un petit 2, avec un point commun. On l'a pas fait. Donc pourquoi pas par récurrence. Donc par récurrence, il nous faut le moteur de référence. C'est si je fais A1, A2, or AP multiplié par alors AK, facteur de AK plus 1. Qu'est-ce que ça donne, ça? Donc on va faire comme d'habitude. Si je le regarde en AK plus 1, il est transformé en quoi? AK plus 1 est transformé en AK, qui lui-même est transformé en A1. Donc AK plus 1 est transformé en A1. Si je regarde AK, il est transformé en AK plus 1, puis là il ne se passe rien. Après, si je prends AH, en quoi il est transformé? En AH qui est différent de K et K plus 1 évidemment. Donc il ne se passe rien ici, il est transformé en AH plus 1. Donc H appartient à 1 K moins 1. D'accord? Et puis X égale X. Quand X c'est autre chose. Donc ça nous donne exactement la transformation. Donc tous les H sont transformés en H plus 1 pour H dans AK moins 1. Donc ça fait A1, etc. A2, etc. AK moins 1. Après AK moins 1, donc il fait AK. AK lui est transformé en AK plus 1. Et AK plus 1 en 1, donc je ferme ma boucle. Je boucle mon... Ok? Ça c'est le moteur de la récurrence. Après, plus par récurrence. Plus récurrence. Et ça nous donne exactement le résultat qui est là. Ça marche? Donc demain on pourra dire ça. Ça. Voilà, bon ça va. Et voilà, donc demain 566, parce qu'on a déjà fait 562. Et puis on corrigera cela aussi, comme si on était en TD. D'accord? Bon, à faire pour demain c'est celui-là, et ceux-là sont à faire pour demain aussi. Et comme quand on a à faire des exos pour des TD. Avec, si vous n'avez pas fait, c'est pas mon frère, je vous dis pas. Je vous envoie juste au tableau.